Représentant Madame Fanny Hermange, maire de Civray de Touraine, a déposé la gerbe faite par la municipalité à la mémoire des combattants qui sont tombés pour que vive la France. Outre André Delaunay, plusieurs combattants et résistants victimes du nazisme reposent dans ce cimetière. Jacques Debrun, mort pour la France. Roger Delétang, mort pour la France. Marc Feuillet, mort pour la France. André Jaunet, mort pour la France. Je vous invite à un instant de recueillement dédié à la mémoire de celles des victimes de toutes les guerres. Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis, nous voici à nouveau réunis dans le cimetière de Civray de Touraine en présence des familles d'André Delaunay et Marcel Bizot pour rendre hommage à leur sacrifice et à celui de leurs camarades de combat morts pour la France en résistant à l'oppresseur. Ces victimes du nazisme ont donné leur vie pour que notre pays se libère du joug hitlérien, qu'il retrouve sa dignité, sa liberté, sa souveraineté. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres, en paix, dans une France que les résistants avaient prévu de reconstruire grâce à l'application du programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux, programme qui sera publié le 15 mars 1944. En cette année 2023, rappelons que la réunion fondatrice du CNR, provoquée et conduite par Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, a eu lieu à Paris le 27 mai 1943, il y a donc 80 ans. Bien entendu, André, Marcel et leurs camarades n'ont pas participé directement au travail colossal d'unification de la résistance et à la coordination des nouveaux mouvements de résistance, mais leur engagement et leurs actions résistantes ont contribué à forger cette armée de l'ombre, refusant à la fois le nazisme et l'État français de Pétain. Leur action était bien politique, au sens noble du terme, et nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que leur prise de risque était mûrement réfléchie. Ces jeunes hommes et femmes, pères et mères de famille ou célibataires, savaient ce qu'ils risquaient s'ils étaient capturés par l'armée allemande, la Gestapo ou la police française collaborationniste du gouvernement de Vichy, la torture, l'exécution ou la déportation. André et Marcel étaient membres du Parti communiste français, une composante majeure de la résistance, très tôt engagée dans la lutte armée. Mais les mouvements de résistance rassemblaient des hommes et des femmes d'obédiences diverses, de religions et croyances diverses, de catégories sociales diverses, au point que ce sont les représentants de 8 mouvements de résistance, 6 formations politiques résistantes et 2 centrales syndicales qui, sous l'égide de Jean Moulin, ont créé le Conseil national de résistance. Le surprenant exemple de Daniel Cordier, compagnon de la Libération décédé le 20 novembre 2020 à l'âge de 100 ans, illustre remarquablement le pluralisme de la résistance. Ce fils de bonne famille, admirateur de Charles Maurras, était activiste d'Action française, membre de la Fédération nationale des Camelots du Roi, antisocialiste, anticommuniste, antidémocrate, ultranationaliste, comme il a lui-même exprimé publiquement. Pourtant, attiré par la demande d'armistice du maréchal Pétain le 17 juin 1940, à 20 ans, il a rejoint clandestinement l'Angleterre, s'est engagé dans les forces françaises libres auprès du général de Gaulle, a suivi l'entraînement militaire des services secrets, puis, parachuté en France, est devenu le secrétaire particulier de Jean Moulin. Son ouvrage, alias Caracalla, en dit long sur cet homme remarquable, chez qui les idées humanistes ont remplacé les aspirations royalistes de la jeunesse. À tel point qu'entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2017, il a qualifié la possible élection de Marine Le Pen de monstrueuse, car représentant la négation de tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Fermez les guillemets. Voilà une affirmation qu'André Delaunay, Marcel Bizot et leurs semblables, engagés dans la lutte contre le nazisme, partageraient sans la moindre doute s'ils étaient aujourd'hui parmi nous. Si après 80 ans je rappelle ces faits historiques, c'est que les passeurs de mémoire que nous sommes vieillissent et disparaissent peu à peu.
Peu à peu, la mémoire s'efface, alors que les idées nobles et généreuses que les résistants ont défendues sont remises en cause, puis battues en brèche. Une citation du général de Gaulle en résume le contenu. À Alger, le 3 novembre 1943, le chef de la France libre disait « La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappent à la nation, où les activités de la production et de la répartition se dérobaient à son contrôle, où la conduite des entreprises excluait la participation des organisations de travailleurs et de techniciens dont cependant elles dépendaient. La France veut que ces biens profitent à tous les Français, que chaque homme et chaque femme soient assurés de vivre et de travailler dans des conditions honorables de salaire, d'alimentation, d'enseignement et de loisirs. » Je vous laisse méditer ces paroles et les mettre en parallèle avec les réalités quotidiennes de la vie de bien des Françaises et des Français 80 ans plus tard. Ne comptez pas sur la nacre pour vous apporter une réponse politique. Son pluralisme, clairement inscrit dans ses statuts, le lui interdit. Néanmoins, vous pouvez compter sur elle en tant que lanceur d'alerte, ce qu'a fait clairement Daniel Cordier en 2017, ce que je vais tenter d'illustrer aujourd'hui. Un rapide bilan à l'échelle de l'Europe nous montre que l'extrême droite est bien vivante, que des mouvements néo-nazis existent et manifestent, que le fascisme n'est pas éteint et pas près de s'éteindre. En Hongrie, Viktor Orban et son parti d'extrême droite antisémite sont majoritaires, contrôlent tous les médias et mènent le pays à la baguette. En Lettonie et en Finlande, des représentants d'extrême droite sont membres du gouvernement. En Italie, Giorgia Meloni, première ministre ouvertement fascisante, est également présidente du parti d'extrême droite national-conservateur Frères d'Italie. Elle modère habilement sa critique de l'Union européenne car le pays a besoin de subventions, mais s'attaque désormais aux minima sociaux. En 2017, en Allemagne, 92 députés d'extrême droite font une entrée remarquée au Bundestag, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, et leur formation est désormais le troisième groupe politique du Parlement. Tout récemment, pour la première fois également, l'extrême droite dirige dans ce pays une collectivité territoriale. En France, à moins de 4 ans d'une élection présidentielle, le Rassemblement national de Marine Le Pen est aux portes du pouvoir si l'on en juge par les sondages. Rappelons qu'il est représenté à l'Assemblée nationale par 88 députés RN. Je citerai à ce propos l'éditorial de Charles Sensé, président de Libération Nationale PTT à Nacre, dans la première publication de l'association datée du 19 juin 2023. Nous n'avons cessé de nous opposer à cette organisation dont la nouvelle appellation ne change rien à celle connue depuis des décennies, le Front National de Jean-Marie Le Pen. Le risque aujourd'hui serait de se laisser influencer par sa banalisation. Il n'est pas un parti comme les autres, il dissimule avec beaucoup de précaution sa vraie nature. Pour le président de la République, je cite, « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux et il ne faut plus diaboliser le RN, mais, je cite encore, le décrédibiliser par le fond et les incohérences. » Ces propos sont difficiles à admettre. Par contre, la première ministre Elisabeth Borne, fille de déportés, a une position différente en dénonçant la validation du Rassemblement national, entre guillemets, parti héritier de Pétain, dont les idées sont toujours les mêmes. Et Charles Sensé de conclure, ne pas alerter nos concitoyens sur le danger pour la démocratie de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir serait suicidaire pour notre pays. Je me permettrai d'ajouter que l'emprise de Vincent Bolloré sur la presse et les médias français, C8, Canal+, CNews, C-Star, entre autres, avec éviction des journalistes qui refusent de servir les idées d'extrême droite, en référence aux 40 jours de grève des journalistes du JDD rejetant l'arrivée de l'entrée droitier nouveau patron venant de valeurs actuelles, cette emprise du milliardaire catholique intégriste donne une audience considérable à Cyril Hanouna, Éric Zemmour, porteur d'idées populistes assez nauséabondes, auxquelles peuvent adhérer bien des laissés pour compte, victimes de l'aggravation des inégalités, de la casse des services publics, de l'accroissement de la pauvreté et de la misère. Sans compter les nombreux électeurs et électrices ne faisant plus confiance aux femmes et hommes politiques élus et prêts à se laisser berner par ceux que, selon une formule, on n'a jamais essayé. Pour conclure, j'en appelle à vous pour rester lucide et ne pas oublier ce pourquoi les résistants et les résistantes se sont battus, ce pourquoi André Delaunay, Marcel Vizeau et leurs camarades ont sacrifié leur vie. Je vous remercie de votre attention.